Bonjour, bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, une émission pendant laquelle on va s'intéresser à ce qui se passe du côté de chez Tesla. On en dit en général toujours beaucoup de bien. On commente des bons résultats, des bons chiffres et des stratégies réussies. Là, on peut parler de zone de turbulence sur certains aspects. On va l'évoquer avec nos deux invités. Alors, pas de catastrophisme non plus, hein. Tout n'est pas à jeter dans le modèle de Tesla, mais voilà, on va se poser les questions sur les petites choses qui coincent un peu en ce moment. Pour en parler, deux experts qu'on est ravis d'avoir en studio. Michel Forissier, bonjour. Bonjour. Consultant, ancien patron de l'ingénierie de Valeo, notamment. Merci à vous d'être là. Et également Mickaël Valentin. Merci à vous d'être là, Mickaël, OPO Conseil et puis auteur de au moins 2 livres, j'en ai 2 en tête sur Tesla et la méthode Elon Musk. Parce que effectivement, voilà, en général, on en dit beaucoup de bien parce qu'il y a plein de choses à dire positives sur l'évolution de cette petite start-up qui est devenue un peu grande dans le secteur automobile. Je parlais de zone de turbulence. Michel Forissier, vous dites que oui, effectivement, là, il y a des défis auxquels il faut faire face, réduction d'effectifs, la production ralentie en Chine, l'image un peu clivante d'Elon Musk, c'est un peu les chapitres qu'on va évoquer. Il y a beaucoup de choses qui arrivent un peu en même temps. Je pense qu'effectivement, il arrive un peu à une fin de cycle et probablement un départ d'un nouveau cycle où là, il a fait sa croissance jusqu'à un certain niveau, presque 2 millions de voitures, un petit peu moins. Et là, il commence à rentrer dans la cour des grands constructeurs. C'est un autre monde. Comme dirait Tavares, welcome to my world. Et je pense que du coup, les challenges ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai, couplé aux turbulences du marché actuel, avec la réduction des ventes, la réduction de la croissance des ventes électriques pour les raisons d'arrêt d'incitation dans plusieurs pays, bon, c'est sûr que ça crée quelques turbulences qui troublent un peu le jeu. Mais je pense qu'on est là pour en parler. Alors justement, Mickaël Valentin, voilà, vous qui connaissez bien notamment cette méthode qui a été mise en place et qui a porté ses fruits. Ouais. Là, vous dites, bon, ralentissement qui est dû aussi à ce que Michel évoquait sur global le marché, où forcément, quand on est sur le 100% électrique, il n'y a pas d'autres solutions. Voilà, comment vous le voyez là Plusieurs éléments, je suis complètement d'accord avec Michel. Il y a déjà un aspect structurel du marché. Ouais. Il ralentit un peu. Enfin, ce qu'on dit sur Tesla, où en fait il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, je pense qu'il est valable sur le marché électrique au complet, en fait, où c'est un marché qui a été pris plutôt par le premium, donc qui a touché une certaine partie de la population aux US, en Europe et en Chine. Ça continue, mais la croissance ralentit, puisque c'est des voitures. En gros, ça s'adresse aux gens qui sont capables de payer des voitures à plus de 30 000 euros. Donc ça, c'est structurellement le marché. Tesla conserve plutôt ses parts de marché sur l'électrique sur les 3 continents, mais il y a ce ralentissement. Mais ceci dit, il y a aussi quand même de l'interne, et c'est vrai, je suis d'accord, sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le plan produit. Alors c'est un peu lié, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait de la berline, qu'on a quand même réussi à passer en cadence, qui n'a pas été facile au départ, parce que ce n'est pas un industriel. Donc ils ont réussi ce défi-là, mais maintenant l'idée, c'est comment est-ce qu'on vient sur la citadine, notamment pour l'Europe et pour l'Asie, où il y a la concurrence des Chinois ou des constructeurs classiques. Ça, c'est sûr que c'est un défi. Ça, c'est le premier défi. Il y a quand même encore le passage à l'échelle de l'aspect industriel, donc, qui est bien lancé, mais il y a encore pas mal de défis, parce qu'on en parlera peut-être après. La difficulté de Tesla, c'est que ça reste quand même une start-up dans l'âme, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence en train de passer à l'échelle et en même temps de continuer à innover fortement. Et donc, à chaque fois qu'on va passer à l'étage d'après, il y a à la fois continuer la croissance, plus être capable d'absorber la capacité d'innovation qu'ils mettent en plus dans ce truc-là. Ensuite, moi, je pense que pourquoi est-ce que c'est un deuxième chapitre, c'est assez fréquent si on sort même de l'auto, d'une manière générale, dans ces révolutions-là où il y a un marché qui se transforme. Il y a souvent une évolution qui est un peu en S, c'est-à-dire qu'au départ, on va avoir une certaine forme de croissance, il y a des ralentissements, puis ça repart. C'est pas linéaire, en fait. Là, on est dans ce creux, clairement, qui est l'ensemble du marché. D'ailleurs, il y a plein de questions autour de est-ce que l'électrique va continuer, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut. Moi, ma conviction personnelle, c'est que ça va finir par prendre, mais par contre, c'est en plusieurs paliers. On est sur un de ces paliers, actuellement. Ouais, effectivement. Peut-être pour revenir sur l'un des points, justement, le modèle citadin un peu plus abordable. Alors, ce ne sera peut-être pas le nom modèle 2, parce qu'on a eu des infos qui laissaient entendre que Tesla allait l'abandonner. Là, tout récemment, on a compris qu'il y avait quand même une vraie volonté de vouloir aller sur quelque chose de plus abordable. C'est un gros enjeu aussi quand on est un Tesla, avec ce que Mickaël vient de dire, effectivement, on était sur du
quand même plutôt haut de gamme, avec voilà, en tout cas un mode. Voilà, il faut inventer un nouveau modèle pour le. C'est l'enjeu pour tous les constructeurs automobiles. Si vous regardez ce que Luca De Meo a dit au Capital Market Day, il n'a pas dit autre chose. Ouais. Il a dit aussi que, curieusement, tous les constructeurs qui évoquaient la montée en gamme, le pricing power, revenaient un peu sur ces assertions en disant maintenant, il faut qu'on fasse des voitures pas chères. Bon, Tesla, il est confronté au même problème. Et comme le disait Michael, il a rempli le haut de gamme avec des voitures à 30, 40, 50 000 euros. Ouais. Le problème, c'est que ça, sur un marché, ça représente 20% du marché, voire plus. Et le mainstream du marché, c'est des voitures moins chères. Et donc, si on n'est pas dans ce monde-là de la voiture moins chère, on ne peut pas faire les volumes. Musk a un moment annoncé, je parle sous contrôle d'un spécialiste, qu'il ferait 20 millions de bagnoles. Bon, pour faire 20 millions de bagnoles, il va falloir pas, même à 20 000 euros, ça ne marche pas. Il faut faire des voitures à 10 000 si on veut faire 20 millions de voitures. Donc, quelque part, il en est encore très loin. Et comme il est parti par le haut et que lui-même, j'ai pas l'impression, mais ça, je pense que Michael le connaît mieux que moi, qu'il ait vraiment envie de faire de la petite voiture, parce que c'est un Américain qui est dans le monde où il y a de la place, il y a des gros trucs, etc. Je pense que c'est un peu contre nature et son changement de pied, aller-retour là, sur la petite voiture, ces 2 derniers jours, là, avant-hier, il disait je la fais pas, et hier, il a dit finalement. Donc au moment où on diffusera l'émission, il aura changé d'avis 3 fois, mais bon. Voilà, bon, on est un peu habitué aux frasques du bonhomme, là. Donc je pense que c'est pas dans son ADN. Et quelque part, ils ont un peu du mal à se positionner là-dessus, parce qu'il sait pertinemment aussi ça va être un marché hyper compétitif où là, tous les innovations qui constituent ces voitures, qui sont plutôt dédiées au haut de gamme, n'ont pas tellement de valeur sur des voitures de grande série bas de gamme par rapport à une R5 ou une Twingo ou des choses comme ça. Et donc, quelque part, ça va être beaucoup plus dur d'être différenciateur dans ce monde de la voiture populaire. Donc, c'est sûr que ça va être un challenge rigolo et intéressant à voir. C'est possible, quand on a un modèle Tesla, de réussir à proposer quelque chose de différenciant, qui ne sera peut-être pas effectivement le côté waouh du départ de la tablette, qui était un truc qui n'existait pas globalement. Je pense que la vision, en tout cas de Musk, mais aussi de Tesla, de l'auto, c'est une vision qui dépasse un peu la voiture. Alors, je suis d'accord, est-ce que cette promesse sera tenue ou pas sur les nouveaux modes de mobilité, mais déjà, il y a la voiture et l'énergie, puisque Tesla vend aussi l'électricité. Donc, le modèle d'affaires à terme, en tout cas, dans ce qui a été expliqué effectivement quand il y avait le plan 2030 avec 20 millions de voitures, c'est pas seulement de vendre de la voiture, c'est de vendre tout un tas de services aussi, peut-être de la location de voitures, il y a l'électricité qui est censée croître, etc. et tous les services autour de la mobilité. Il anticipait peut-être les ventes sur Mars, non, avec les 20 millions, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être un relais de croissance qu'on peut encore exploiter. Non, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des intrinsèques. Enfin, ce trou d'air que Tesla vit maintenant, et moi je suis Tesla depuis assez longtemps, il arrive tous les 2-3 ans et il est aussi lié au mode assez classique. Je bosse beaucoup avec des startups, aussi des marchés des startups où en fait, au départ, il y a eu la même question quand on est passé de la Model S, la Model X à 100 000 euros, à la voiture à 30 000 euros. Il y avait cette question de est-ce qu'ils vont y arriver. Donc ça, ils ont réussi à le faire. L'étape d'après, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de forces dans le modèle. Sur à la fois la capacité à bien utiliser la donnée. Ça se voit quand on se balade dans les usines de Tesla. Moi qui suis vraiment, c'est mon quotidien, les usines où ils arrivent à commencer à utiliser de l'IA vraiment très près du terrain, en mode très agile, à découper les process de manière très agile. Donc ça, c'est vraiment une puissance de frappe qu'ils ont. Avec ce côté quand même, ils gardent un temps d'avance? Pour moi, il y a encore un temps d'avance très clair chez Tesla. Et d'ailleurs, ils sont en train d'essayer quelque chose, on ne sait pas si ça va marcher, mais qui s'appelle le Unbox Process, qui est carrément une révolution sur la façon de fabriquer la voiture qui permettrait de réduire les temps de fabrication par 2. Donc, pour répondre à la question de est-ce qu'ils vont y arriver, c'est une bonne question. Mais en tout cas, s'ils arrivent à faire un véhicule citadin en ayant comme cette capacité à réduire le coût aussi drastiquement par le process, ça va résoudre une partie de l'équation, à la fois pour rendre la voiture accessible, que ce soit quand même profitable, sachant qu'à côté de ça, il y a la R&D qui doit continuer sur la batterie, il y a les réseaux qui doivent continuer à s'installer. Il y a d'autres défis qui dépendent en partie de Tesla et pas que de Tesla, mais il y a tellement d'acteurs sur le sujet que moi, personnellement, je suis persuadé que le réseau finira par exister, le prix des batteries finira par diminuer et l'autonomie augmentera quoi qu'il arrive, indépendamment de Tesla. En revanche, là où Tesla peut faire une différence, c'est sur cette capacité de penser tout le temps en dehors de la boîte, et de pivoter, vous le disiez avant, plusieurs fois pour y arriver. Et d'ailleurs, hier encore, Elon Musk disait, si vous voulez investir chez Tesla, c'est parce que vous croyez qu'on est une boîte de tech. Et donc, en fait, si vous ne croyez pas qu'on arrivera à faire la voiture autonome à un moment donné, n'investissez pas chez Tesla. C'est tout à fait révélateur de l'état d'esprit. C'est-à-dire que Tesla n'existe que parce que c'est en permanence une idée de rupture pour aller chercher quelque chose de différent. Donc, l'objectif, c'est de faire de la voiture à 20 000 euros, mais que ça coûte 10 000 euros à Tesla ou 15 000 et qu'il y ait une marge assez conséquente. Et sinon, pour un Tesla, ça n'a pas de sens. Donc, est-ce qu'ils y arriveront pas? C'est une autre question. Mais... Et ça fait partie de ce chapitre 2 aussi, de continuer à, entre guillemets, faire rêver. Donc là, les spécialistes se disent, OK, 8 août, j'ai noté,
il y aura le cybercab, donc on passe sur du robotaxi, etc. Donc forcément, si c'est le robotaxi de Tesla, il y aura quelque chose de disruptif. Donc c'est une manière de continuer à susciter les attentes ou C'est dubitatif parce que Musk nous a habitués à faire beaucoup de déclarations puis à ne pas tenir ses promesses. Donc, et sur le robotaxi, il n'est pas le mieux placé du tout. Parce qu'aujourd'hui, le système de conduite soi-disant autonome de sa voiture, il ne marche pas. En tout cas, il est incapable de qualifier au-delà du niveau 2 par les choix techniques qu'ils ont faits. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Eux, ils ne veulent pas le reconnaître, évidemment, parce qu'ils ont une fierté sur ce sujet-là. Mais ça ne peut pas marcher pour passer au niveau 3 et encore moins au niveau 4 et au niveau 5. Ou alors, il faut qu'il change encore d'avis, parce qu'il a déjà changé d'avis. Au début, il disait « j'ai plus besoin de radar », il a enlevé les radars. Puis finalement, il a remis les radars. Là, il nous dit « j'ai pas besoin de lidar », mais il en aura besoin, c'est de faire du niveau 4, c'est obligé. Et donc, quelque part, il sera obligé de se dédire par rapport à ce qu'il a dit avant. Donc, on est habitué de ce genre de pas de tango technique. Mais là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que lui sur la conduite autonome. Waymo, en Californie, est beaucoup plus avancé que lui, avec là aussi un nombre de kilomètres et de data qui ont été fournis qui sont bien supérieurs à ce que Tesla a. Les Chinois aussi, il y en a plusieurs, dont Didi et d'autres, ont exactement aussi de l'avance là-dessus. Donc, pour moi, sur le robotaxi, c'est un effet d'annonce, c'est pour faire le buzz, mais je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit, parce qu'en plus, c'est un marché de niche. C'est un tout petit marché, il n'y a pas de volume sur les robotaxis aujourd'hui. Bon, on peut imaginer, comme il le dit, que tout le monde roulera dans des voitures automatiques un jour. Moi, ça, je serais mort avant que ça n'arrive. Et aujourd'hui, on a bien vu que la promesse de la voiture autonome, et j'étais chez Valeo et on en connaît quelque chose, c'est quand même pas mal dégonflé, eu égard aux problématiques sécuritaires, aux problématiques de logiciels, aux problématiques de cybersécurité aussi des voitures, qui font que c'est vachement plus compliqué qu'on ne le croyait, et qu'en fait, il y a très peu d'acteurs qui sont capables de le faire, et encore dans des périmètres extrêmement bien définis. Donc pour moi, je pense qu'il essaye d'occuper un peu le terrain avec ça, plutôt que de parler du modèle 2, là on va voir, on ne va pas lui faire de mauvais procès à l'avant. Le modèle 2, là aussi, on parlait du fameux process en quelques blocs. C'est pas nouveau. Tout le monde a déjà essayé de faire ça. François Castin, quand il était chez American Motors, dans les années 80, avait conçu une Jeep en 7 modules. Donc on était déjà dans des usines modulaires de ce type-là. Donc là, il reprend des vieilles soupes, mais on fait souvent les meilleures soupes dans les vieux pots. Moi, je ne suis pas très impressionné par ces ruptures technologiques-là. Autant j'ai été impressionné par ce qu'ils ont fait, par exemple, sur les semi-conducteurs, sur la Model 3, autant j'ai été impressionné sur ce qu'ils ont pu faire sur la structure générale de la voiture, qui était quand même très impressionnante. Il y a pas mal de choses très très bien dans les voitures. Puis à côté de ça, il y a des trucs qui ne sont pas terribles ou qui sont même plus que questionnables. Moi, je ne suis pas du tout convaincu, par exemple, par le gigacasting, ni par le seul tout châssis, qui me semble une aberration en termes automobiles. Mais eux, ils veulent le faire parce que ça leur permettra de gagner du temps de cycle et donc de la production. Mais c'est au détriment du consommateur, c'est au détriment de la recyclabilité, c'est au détriment de la planète. Donc, quelque part, je pense que là, on voit bien qu'ils sont un peu au bout d'une période et qu'ils ont besoin sans doute de se réinventer un peu, je pense. Alors, ils ont des ressources, parce que je pense qu'ils ne sont pas idiots. Et donc, on peut attendre le pire comme le meilleur d'eux. Mais pour le moment, moi, je ne vois pas de truc très, très net se dessiner dans ce qu'ils annoncent. Donc, défi de passage à l'échelle, vous l'évoquiez, et de trouver peut-être aussi... alors, ça peut passer par le modèle 2 ou pas, mais en tout cas, la nouvelle stratégie qui va peut-être convaincre, même si effectivement, là, il y a toujours ces prises de parole devant les investisseurs. Donc, il faut se projeter, il faut donner un peu envie, un peu... Voilà, donc, Il y a deux choses, je pense qu'il y a... Et ça, encore une fois, c'est commun à toutes les startups ou les boîtes industrielles qui pivotent sur des nouveaux modèles d'affaires. Il faut quand même donner une vision pour que les investisseurs aient confiance et envie d'investir. Et ça, c'est important. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a plutôt une force chez Tesla d'éclairer, de voir la mobilité différemment. Et à côté de ça, au quotidien, de manière assez paradoxale, le plan stratégique peut être challengé très fréquemment parce qu'en fait, on ne croit qu'à l'expérience. Et donc, effectivement, ça donne des choses qu'on teste qui ne marchent pas, mais ce n'est pas un souci. Enfin, quand on bosse ou quand on est avec les équipes de Tesla, le fait que quelque chose ne marche pas, ce n'est pas vécu comme un énorme problème du moment qu'on pivote, qu'on apprend et qu'on est capable de tester autre chose. Donc, c'est ce qui fait pour moi leur force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être difficile de se dire ce qui fait que ça va marcher, mais s'ils gardent leur ADN de tester énormément de choses et aussi d'avoir ces ressources-là qui sont quand même des ressources rares, ils vont, moi j'en suis à peu près persuadé, réussir à se réinventer. Et un exemple, une donnée pour illustrer ça sur les forces qu'ils peuvent avoir en interne sur les compétences. Je parle sous le contrôle de Michel, mais moi j'ai quand même passé pas mal de temps dans l'auto aussi. On prend l'usine de Shanghai
de Tesla, il y a 300 data scientists dans cette usine, donc 300 spécialistes de la data, ce qui est un chiffre énorme pour une usine auto. Hein. Moi, les patrons de sites que je connais dans l'auto, quand ils ont 2, 3, 4, 5 personnes qui sont très compétentes sur site, sur la data, ils sont déjà très contents. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut copier, mais en fait, cette compétence forte qu'ils ont, si elle est bien fléchée, et qu'on est capable de pivoter très fréquemment en fonction de ce qu'on voit du marché, ça donne des résultats qui sont assez impressionnants en général, puisque si la solution d'aujourd'hui n'est pas la bonne, on va tester autre chose et on va pivoter vers cette autre solution. Donc la gigapresse, je ne sais pas dire aujourd'hui. A priori, ça réduit les coûts, mais ça induit peut-être d'autres problèmes sur la prévente, je suis assez d'accord. En ceci dit, c'est peut-être pas cette innovation-là qui fera la différence, mais comme il y en a 10 ou 15 qui sont testés en parallèle, celle qui permettra de faire une différence, elle sera peut-être déterminante pour la suite. Et puis, encore une fois, ce qu'on disait, le 8 août, du coup, ça donne un objectif. Et puis, si jamais c'est fin décembre, personne ne va trop en vouloir. Il y aura des commentaires, mais on passera vite à autre chose. Donc, ça donne des perspectives à court terme. Et puis après, bon, c'est pas forcément si grave. Il y a quand même un sujet quand même un peu capital, c'est que quand Elon Musk a commencé à enfoncer le marché, il était tout seul à le faire et il a vraiment balayé tout le monde dehors. Maintenant, la compétition, c'est quand même pas mal organisé. Il commence à y avoir des concurrents sérieux. Je ne parle même pas que des Chinois. Bon, les Chinois sont devenus très sérieux. Bon, on parle tous de BYD, mais il n'y a pas que BYD. Il y a Geely, il y a Avatar, il y a Hi-Fi, il y a tous ces gens-là. Bon, il y en a plein. Il y a aussi tous les Européens et même quelques Américains. Enfin, tout le monde s'est quand même un peu mobilisé. Et du coup, pour moi, l'écart de compétitivité ou l'écart de différenciation, c'est quand même pas mal diminué. Donc je pense qu'effectivement, et là pour reprendre ce que dit Michael, ils vont sans doute se réinventer. Et c'est vrai que cette méthode agile qui consiste à dire je rate donc je fais autre chose, je pense qu'on va les attendre au coin du bois. Alors c'est vrai qu'on peut se poser des questions, parce que par exemple sur le Semi ou sur le Roadster ou sur le Cybertruck, là par contre, ils sont en train de se planter et ils ne sont pas en train de changer de cap pour autant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, donc on va leur laisser le crédit. Mais c'est vrai que là aussi, ils ont tenté des trucs, ça ne marche pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, tu sais peut-être mieux que moi, mais je pense qu'on voit bien qu'ils sont dans un mode de perpétuel changement qui donne un peu le tournis au marché aussi. Le marché, il n'aime pas tellement ça. Par exemple, les prix. Elon Musk, il disait encore, le MSRP, ça ne veut rien dire, les prix, on les adapte en fonction de la demande, etc. Mais il a mis un bazar pas possible dans le marché, notamment sur les prix de l'occasion et sur les valeurs de revente. Donc les loueurs sont fous de rage parce que du coup, ils ont eu des flottes dont la valeur de revente s'est cassée la gueule. Donc il y a un moment... il fait partie aussi d'un écosystème qui n'est pas que le sien. Et comme, encore une fois, Tavares, je trouve, a bien raisonné en disant « Welcome to my world ». Je pense que le moment, il était un peu sur sa planète, sous son nuage. Là, il descend dans le monde où il y a les autres et où il y a aussi des professionnels qui sont là depuis des années. Il y a un marché, il y a des clients, il y a des habitudes, il y a des cultures. Et quelque part, il va falloir aussi qu'il mette un tout petit peu d'eau dans son vin, parce qu'il va falloir composer avec tout ça. Et dès qu'on veut faire du volume, on ne peut plus rester dans la niche. Il faut vraiment composer avec le plus grand nombre. Ouais, ça fait partie du bon équilibre à trouver. Et puis, de toute façon, il y a plein de portes d'entrée quand on parle de Tesla. On a vu qu'effectivement, il y avait plein de choses qui coïncidaient en ce moment. Et puis, je pense que si on se donne rendez-vous d'ici 3 mois, on pourra renouveler à peu près tous les sujets et on aura de quoi largement évoquer toutes ces grandes évolutions. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Et on se retrouve évidemment très vite sur Mobility TV. Merci à vous.